Les lumières fluorescentes du restaurant grésillaient comme des insectes mourants au-dessus de ma tête. Elles projetaient cette lueur jaunâtre et maladive qui donnait à un café, même fraîchement préparé, un air éventé. Mes pieds me faisaient mal dans des chaussures qui tenaient plus par l'espoir que par le tissu. Et l'odeur de graisse s'était depuis longtemps incrustée dans mes cheveux, ma peau, mon existence même. J'étais invisible ici, juste une autre femme fatiguée dans un tablier taché, servant des œufs et remplissant des tasses pour des gens qui ne me voyaient jamais vraiment. J'ai essuyé le comptoir pour la centième fois cette nuit-là, le chiffon laissant des traînées humides sur le formica fissuré. Dehors, la pluie de novembre martelait les fenêtres, transformant le parking en un miroir de néon et d'obscurité. Il était presque minuit, presque la liberté. Sharon a appelé depuis la cuisine, sa voix aiguisée par le genre d'épuisement qui vient de double service pendant des années. Emma, la table 6 a besoin de plus de café. J'ai attrapé la cafetière, sa chaleur à peine perceptible à travers la paume de ma main calleuse, et je me suis dirigé vers la banquette où un couple de personnes âgées était assis dans un silence confortable. Ils m'ont souri, vraiment souri, et quelque chose s'est serré dans ma poitrine. À quand remonter la dernière fois que quelqu'un m'avait regardé comme si j'avais de l'importance? La cloche au-dessus de la porte a sonné. Je n'ai pas levé les yeux immédiatement. J'avais appris à ne pas établir de contact visuel trop rapidement, à ne pas paraître trop empressé ou trop disponible. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'énergie qui est entrée avec ce client tardif. L'air lui-même a semblé changer, devenant plus lourd, chargé de quelque chose que je ne pouvais nommer. Quand j'ai finalement jeté un coup d'œil vers la porte, mes mains se sont immobilisées sur la cafetière. 3 hommes étaient entrés, mais un seul commandait l'espace. Il se tenait au centre, des gouttes de pluie glissant sur les épaules d'un manteau noir qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un an. Même de l'autre côté du restaurant, je pouvais voir les lignes nettes de son visage, la façon dont les ombres semblaient s'accrocher à lui comme de vieux amis. Ses chaussures brillaient malgré la pluie, et il y avait quelque chose dans sa posture, une certitude absolue que le monde se plierait à sa volonté. Les 2 hommes qui le flanquaient étaient bâtis comme des murs, leurs yeux balayant constamment la pièce, les mains près de leur taille d'une manière qui faisait hurler mes instincts au danger. Mais c'était l'homme du milieu qui retenait mon attention. Il y avait quelque chose de familier dans l'angle de sa mâchoire, dans sa façon de se déplacer avec une grâce de prédateur. Ils ont pris une banquette dans le coin, celle avec vue sur l'entrée et la sortie arrière. Le genre de place que quelqu'un prend quand il a toujours besoin de voir ce qui arrive. Sharon a soudainement chuchoté à côté de moi. À ton tour. Je suis en pause. Mon cœur martelait ma poitrine alors que je m'approchais de leur table. Le menu était serré dans ma main comme un bouclier. De près, il était encore plus saisissant et plus dangereux. Ses yeux étaient sombres, presque noirs dans la pénombre. Et quand ils se sont levés pour rencontrer les miens, j'ai senti l'impact comme un coup physique. Pendant un instant, ses yeux se sont élargis de manière presque imperceptible. Sa main, qui tendait vers le menu, s'est figée en l'air. Ma voix est sortie plus stable que je ne le sentais. Des années de réflexes acquis dans le service prenaient le dessus. Du café? Il n'a pas répondu immédiatement, se contentant de me fixer avec une intensité qui me donnait la chair de poule. Un de ces hommes s'est raclé la gorge, un son d'avertissement. Mais l'homme du milieu a légèrement levé la main, un geste si petit qu'il était presque invisible. Mais ses compagnons se sont tus immédiatement. Mon nom est tombé de ses lèvres comme un secret, comme une prière, comme une malédiction. Emma. Le menu a glissé de mes doigts, tombant bruyamment sur la table. J'ai dit, comment vous ne vous souvenez pas de moi? Ce n'était pas une question. Quelque chose de sombre a traversé son visage. C'est apparu et a disparu si vite que j'aurais pu l'imaginer. Il a dit, bien sûr que tu ne te souviens pas, mais je m'en souvenais. Soudainement, terriblement, je m'en souvenais. Ses yeux, cette voix, dépouillée de 15 ans et des aspérités que la vie avait gravées en lui. Un garçon avec des mains tachées de peinture et des rêves plus grands que notre quartier minable ne pouvait en contenir. Un garçon qui m'avait embrassé derrière l'école, qui m'avait promis le monde, qui avait disparu un été pour ne jamais revenir. Le nom est sorti comme un murmure à peine audible. Dante, ses lèvres se sont courbées en quelque chose qui aurait pu être un sourire sur n'importe qui d'autre,
mais qui sur lui ressemblait à une arme. Il a dit, « Alors, tu te souviens? » Mes jambes semblaient faibles. Je me suis agrippé au bord de la table, consciente que ces hommes me regardaient avec un nouvel intérêt, leurs mains bougeant sous leurs vestes. J'ai dit, « Tu es parti. Tu as juste disparu. » Je pensais, j'avais pensé tant de choses. Qu'il était mort, qu'il ne s'était jamais soucié de moi, que j'avais tout inventé dans mon stupide cœur d'adolescente. Il a prononcé un ordre, d'une voix douce mais absolue. « Assieds-toi, Emma. » Tout en moi voulait courir, refuser, maintenir une certaine dignité. Mais mon corps a obéi avant que mon esprit ne puisse réagir, glissant sur la banquette en face de lui. Le vinyle était craquelé sous moi, s'enfonçant dans mes cuisses à travers mon uniforme fin. De près, je pouvais voir les différences subtiles. La cicatrice qui traversait son sourcil gauche, l'anneau d'argent à son doigt qui captait la lumière, la façon dont sa mâchoire était plus dure, ses yeux plus froids. Ce n'était pas le garçon que j'avais connu. C'était quelqu'un d'autre portant son visage, a-t-il dit. Et ce n'était pas une question. Tu travailles ici. Son regard a parcouru mon tablier taché, mon visage épuisé, et quelque chose de dangereux a brillé dans ses yeux. Il a demandé, « Depuis combien de temps? » J'ai répondu, « 3 ans. » Je ne savais pas pourquoi je répondais. J'ai dit, « Écoute, je devrais... » Il a demandé, « Où est-ce que tu vis? » La question était désinvolte, mais son ton indiquait clairement qu'il attendait une réponse. Un de ces hommes avait sorti un téléphone, les doigts prêts à taper. J'ai retrouvé ma colonne vertébrale, ma voix. « Ça ne te regarde pas. Tu as disparu il y a 15 ans. Dante, tu ne peux pas simplement revenir. » Il a répondu, « Et je n'ai pas disparu. » Sa main a traversé la table, sans me toucher, mais assez près pour que je sente la chaleur de sa peau. Il a continué. « On m'a emmené. Mon père, il s'est arrêté brusquement, la mâchoire serrée. Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que je t'ai cherché pendant des années, Emma. Tu comprends? Des années. Mon cœur était une bête sauvage dans ma poitrine. J'ai dit que j'avais déménagé après la mort de ma mère. Je devais le faire. Sa voix était douce maintenant. Mortellement douce, je sais. Je sais pour ta mère, pour les factures, pour tout ce que tu as traversé. Ses yeux ont rencontré les miens. Et j'ai vu quelque chose qui m'a terrifié plus que son pouvoir, plus que son danger évident. J'ai vu de l'obsession. Il a dit, « Et maintenant, je t'ai trouvé. » La température dans le restaurant a semblé chuter. J'ai commencé. « Dante, je ne sais pas ce que tu penses qu'il va se passer ici, mais... » Il s'est levé, son manteau tombant autour de lui comme une ombre. « Tu viens avec moi. » Il s'est tourné vers un de ses hommes. « Marco, amène la voiture. » Je suis sorti de la banquette en me bousculant, manquant de trébucher sur mes propres pieds. « Quoi? » »« Non, je travaille. Je ne peux pas juste... » »« Tu ne peux pas juste... » Il s'est retourné vers moi et l'expression de son visage a bloqué les mots dans ma gorge. C'était possessif, protecteur et totalement inflexible. Il a dit, « Tu as fini de travailler ici. Tu en as fini avec tout ça. » Ses mains ont balayé l'air pour englober le restaurant. Ma vie, tout ce que j'avais construit à partir de rien. Il a dit, « Je ne te perdrai pas à nouveau. » Les mots sont sortis plus forts que je ne l'avais prévu. Et j'ai vu Sharon jeter un coup d'œil depuis la cuisine, l'inquiétude peinte sur son visage. « Tu ne me possèdes pas. » Il s'est approché, assez près pour que je puisse le sentir. Un parfum de cologne chère mélangé à la pluie et à quelque chose de plus sombre, de dangereux. Pas encore. Mais je te garderai en sécurité. Je te donnerai tout ce qui t'a été refusé. Et toi? Ses doigts sont effleurés ma joue, si doucement que mes yeux se sont remplis de larmes inattendues. Il a dit, « Tu me laisseras faire. » J'ai murmuré, « Je ne te connais même plus. » Son pouce a tracé la ligne de ma mâchoire, un contact qui ressemblait à une marque au fer rouge. « Alors tu apprendras. J'ai tout le temps du monde, Emma. Et maintenant, toi aussi. » La cloche au-dessus de la porte a de nouveau sonné. D'autres hommes sont entrés. Au moins 4 d'entre eux, tous portant les mêmes costumes sombres, les mêmes expressions vigilantes. Le couple de personnes âgées que j'avais servi plus tôt et rassemblé ses affaires à la hâte, laissant de l'argent sur la table et se dépêchant de sortir. Le restaurant se vidait. Tout le monde sentait que quelque chose se passait, quelque chose qui dépassait leur entendement.
J'ai essayé une dernière fois, détestant le tremblement dans ma voix. S'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Ce n'était pas de la vantardise. C'était un simple fait, énoncé avec la confiance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non et qui avait survécu. Je peux tout faire. La question est de savoir si tu viens de ton plein gré ou si je te porte. D'une manière ou d'une autre, Emma, tu pars avec moi ce soir. Ma bouche est devenue sèche. J'ai demandé, pourquoi? Pourquoi moi? Après toutes ces années, pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Son expression a changé, quelque chose de brut et de presque vulnérable, perçant à travers cet extérieur contrôlé. Parce que tu étais la seule chose réelle que j'ai jamais eue. La seule personne qui m'a vu avant que je ne devienne ça. Sa main a fait un geste vers lui-même, vers les hommes qui nous entouraient, vers l'empire que je commençais seulement à comprendre. Il a ordonné, je t'ai perdu une fois. Je ne referai pas cette erreur. Avant que je puisse répondre, avant que je puisse traiter le poids de ces mots, la voix de Sharon a traversé la tension. Emma, est-ce que je dois appeler la police? Le changement chez Dante a été instantané. Sa tête s'est tournée brusquement vers elle et la température a semblé chuter. Un de ces hommes a bougé, mais Dante a levé la main, l'arrêtant. Dante a dit doucement, sa voix portant à travers le restaurant. Pas besoin de ça. Emma et moi sommes de vieux amis. On se retrouve juste. Il a sorti son portefeuille, un cuir épais rempli de billets, et a jeté plusieurs centaines de dollars sur la table la plus proche, pour son service et pour le dérangement. Les yeux de Sharon se sont écarquillés devant l'argent, assez pour couvrir une semaine de pourboire. Son regard a oscillé entre nous, calculateur, incertain. Se racle la gorge, je me suis entendu dire, bien que rien de tout cela ne soit normal. C'est bon. On était à l'école ensemble. Ce n'était pas un mensonge, pas exactement. Juste pas toute la vérité. Pas la partie où le garçon que j'avais connu était clairement devenu quelque chose de monstrueux, quelque chose d'assez puissant pour entrer dans un lieu public et prendre tout ce qu'il voulait. La main de Sharon était sur son téléphone, son instinct maternel clairement en guerre avec la pile d'argent sur la table. Elle a demandé, « Tu es sûr? » J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. La main de Dante a trouvé le creux de mon dos, possessive et chaude à travers mon uniforme fin. Il a murmuré, son souffle chaud contre mon oreille. « Va chercher tes affaires. Ne me fais pas attendre. » Mes pieds m'ont porté vers l'arrière-salle en pilote automatique. J'ai attrapé ma veste, usée et rapiécée, et mon sac à main avec son contenu pathétique. Mes mains tremblaient en détachant mon tablier, le pliant machinalement et le posant sur le crochet où il avait été suspendu pendant 3 ans. C'était insensé. Je devrais courir, crier, faire n'importe quoi d'autre que ce que je faisais. Mais quand je suis sorti et que je l'ai vu attendre près de la porte, trempé par la pluie, puissant, et me regardant comme si j'étais quelque chose de précieux qu'il avait cru perdu à jamais, ma résistance s'est un peu plus effritée. Il a demandé, comme si j'avais le choix. Prête? Je ne l'étais pas. Je ne serais jamais prête pour ce qui allait suivre, mais j'ai hoché la tête quand même. La pluie nous a frappés dès que nous sommes sortis, froide et vive. Une voiture noire, élégante, chère, avec des vitres teintées, attendait au bord du trottoir, le moteur ronronnant. Un de ces hommes a tenu la portière ouverte et la main de Dante sur mon dos m'a guidé inexorablement vers l'avant. J'étais sur le point de monter dans la voiture quand c'est arrivé. Un bruit sec, aussi vif qu'un coup de feu, a résonné dans le parking. La voiture a fait une violente embardée sur le côté et soudain, le chaos a éclaté. Les hommes de Dante ont bougé comme un seul homme, nous entourant, les mains plongeant dans leurs vestes. Quelqu'un a crié quelque chose en italien. Le monde est devenu un flou de mouvements et de violence à peine contenu. L'un d'eux a rapporté « le pneu a éclaté », mais sa main est restée sur son arme. Le bras de Dante s'était enroulé autour de moi automatiquement, me tirant contre sa poitrine, son corps un bouclier. Je pouvais sentir son cœur martelé. Je pouvais sentir la tension enroulée dans chaque muscle. Un autre homme a demandé, la voix tendue. « Coïncidence? » La voix de Dante était de glace contre mon oreille. Je ne crois pas aux coïncidences. Puis, à moi, monte maintenant. Mais avant que je puisse bouger, je l'ai vu. Une autre voiture dans le parking, vitres sombres, moteur en marche, qui observait.
Et soudain, j'ai réalisé que c'était une erreur. La plus grande erreur de ma vie. Les phares de la deuxième voiture se sont allumés, aveuglant dans l'obscurité détrempée par la pluie. La prise de Dante sur moi s'est resserrée jusqu'à en être presque douloureuse. Son autre main se déplaçait sous son manteau dans un geste qui m'a glacé le sang. Sa voix était vive, autoritaire, rien à voir avec l'intensité douce de quelques instants auparavant. Mettez-la dans le véhicule de secours maintenant. Des mains, je ne savais pas à qui, ont attrapé mes bras et m'ont propulsé vers un VUS noir qui semblait avoir surgi de nulle part. La portière était déjà ouverte et j'ai été poussé à l'intérieur avec une force efficace. Dante a glissé à côté de moi. Son corps pressé contre le mien dans l'espace confiné, et la portière a claqué avec une finalité qui m'a fait siffler les oreilles. Il a ordonné « Roule, prends la route du sud, préviens par radio de libérer les points de contrôle. » Il était tout en affaire maintenant. L'homme à la voix douce du restaurant avait été remplacé par quelque chose de plus dur, de plus froid. Un téléphone est apparu dans sa main, l'un des trois que je pouvais voir attaché à sa ceinture, et il parlait un italien rapide, sa main libre manquant toujours contre lui. Le VUS a bondi en avant, les pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Je me suis tordu pour regarder par la lunette arrière et j'ai vu l'autre voiture, celle qui observait, démarrer pour nous suivre. La question a jailli avant que je puisse l'arrêter. Qui est-ce? La mâchoire de Dante était serrée. Personne dont tu dois te soucier. Ses yeux étaient fixés sur la route devant, mais sa main s'est déplacée pour prendre l'arrière de ma tête, pressant mon visage contre son épaule. Ne regarde pas, reste juste baissé. Le véhicule a pris un virage si brusquement que j'aurais été projeté à travers le siège sans sa prise sur moi. Mon cœur essayait de se frayer un chemin hors de ma poitrine. Et la réalité de ce qui se passait vraiment, s'est abattue sur moi comme la pluie martelant le toit au-dessus de nous. Ce n'était pas une réunion romantique. C'était un enlèvement. C'était le danger. C'était un monde que je ne comprenais pas, peuplé d'hommes armés et de voitures qui suivaient dans la nuit. J'ai halté contre le tissu cher de son manteau. « Laisse-moi partir, s'il te plaît, Dante. Laisse-moi juste partir. » C'est fou, je ne peux pas. Sa main a caressé mes cheveux. Un geste si en désaccord avec la violence qui vibrait dans le véhicule que ça m'a donné le vertige. Chut, tu es en sécurité. Je te promets que tu es en sécurité. J'ai dit, on est poursuivi. Sa voix est tombée à quelque chose de sombre et d'absolu. Ils ne te toucheront pas. Je brûlerai cette ville entière avant. La certitude dans ces mots aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, une partie traîtresse de moi y a répondu à la promesse de protection que je n'avais jamais eue, à l'idée d'avoir assez d'importance pour que quelqu'un se batte pour moi. Nous avons roulé pendant ce qui a semblé être des heures, mais qui n'était probablement que 20 minutes. Les lumières de la ville ont cédé la place à des rues plus sombres, puis à une route privée bordée d'arbres. Finalement, d'immenses grilles en fer se sont dressées devant nous, s'ouvrant à notre approche. Des gardes avec des oreillettes et des armes visibles ont hoché la tête à notre passage. Et j'ai réalisé avec une horreur croissante que ce n'était pas seulement de la richesse. C'était une forteresse. La maison, non, le manoir s'étendait devant nous. Tout en pierre et en verre, d'une architecture impossible. Des lumières brillaient aux fenêtres, et d'autres hommes en costumes sombres se déplaçaient sur le terrain comme des ombres déterminées. Le VUS s'est arrêté sous un portique, et la portière de Dante s'est ouverte immédiatement. Il est sorti puis s'est retourné pour moi. Sa main tendue comme si c'était un rendez-vous, comme si nous n'avions pas fui sous la pluie des poursuivants inconnus. J'ai dit, « Je ne peux pas être ici. » Mais ma voix était faible, même à mes propres oreilles. J'ai du travail demain. Il m'a tiré du véhicule avec une douce insistance. Tu ne travailles plus là-bas. Tu n'auras plus jamais à travailler comme ça. J'ai dit, ce n'est pas à toi de prendre cette décision. Ses yeux ont rencontré les miens, la pluie ruisselant sur son visage, et j'ai vu quelque chose vaciller là. Une reconnaissance peut-être ou un regret, mais ça n'a rien changé. Il a dit, c'est le cas maintenant. Entraînement, tu es trempé. Je l'étais. Mon uniforme me collait à la peau, mes cheveux plaqués sur mon crâne, et je frissonnais de froid, de choc et du cauchemar surréaliste que ma vie était devenue en l'espace d'une heure. Une femme est apparue à l'entrée, plus âgée, élégante, avec des yeux bienveillants qui m'ont immédiatement évalué avec une efficacité professionnelle.
Monsieur Caruso, la chambre est prête. J'ai préparé des vêtements secs. La main de Dante a de nouveau trouvé le bas de mon dos. Ce contact possessif qui semblait être son défaut. Merci, Maria. Voici Emma. Elle va rester avec nous. Assure-toi qu'elle a tout ce dont elle a besoin. Maria m'a souri, bien sûr, et il y avait une chaleur sincère là. Elle a dit, « Viens avec moi, ma chère. Allons te débarrasser de ces vêtements mouillés. » J'aurais dû résister. J'aurais dû exiger qu'on me ramène chez moi, qu'on me libère, qu'on me traite comme une personne avec des droits et des choix. J'avais si froid, j'étais si fatigué et si dépassé que j'ai simplement suivi les douces indications de Maria. Elle m'a conduite en haut d'un escalier majestueux et dans un couloir bordé d'œuvres d'art qui coûtait probablement plus cher que tout mon immeuble. La chambre où elle m'a mené était plus grande que tout mon studio. Un lit à baldaquin dominait un mur drapé de soie qui captait la lumière d'un lustre au-dessus. Des porte-fenêtres s'ouvraient sur un balcon et à travers elles, je pouvais voir le terrain s'étendre dans l'obscurité, parsemé de lumières de sécurité et des silhouettes de gardes en patrouille. Maria a indiqué une porte à gauche. La salle de bain est par là. Je t'ai préparé un bain. Les vêtements sur le lit devraient aller. Monsieur Caruso a été très précis sur les tailles. Ça m'a glacé. Comment connaissait-il ma taille? Le sourire de Maria était entendu. Monsieur Caruso est très minutieux quand quelque chose compte pour lui. Le bain va refroidir si tu attends trop longtemps. Elle est partie avant que je puisse formuler une réponse. La porte s'est refermée avec un bruit doux qui aurait tout aussi bien pu être le claquement d'une porte de cellule. Je suis resté au centre de cette pièce opulente, dégoulinant sur une moquette qui coûtait probablement plus cher au mètre carré que ce que je gagnais en un mois, et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Dante, mon Dante, le garçon aux mains tachées de peinture, était clairement quelqu'un d'important, de dangereux, quelqu'un qui commandait des hommes armés, vivait dans une forteresse et ne pensait à rien en prenant ce qu'il voulait. Et il me voulait. La pensée aurait dû être terrifiante, elle était terrifiante, mais sous la peur, quelque chose d'autre s'agitait, quelque chose que je ne voulais pas examiner de trop près. Le souvenir d'avoir 17 ans et d'être désespérément amoureuse d'un garçon qui me voyait vraiment. Alors que le reste du monde me regardait comme si j'étais transparente. Le bain était exactement comme promis, fumant et parfumé d'huile qui rendait l'eau laiteuse. J'ai retiré mon uniforme humide avec des mains qui tremblaient, m'apercevant dans le miroir. Je ressemblais exactement à ce que j'étais. Une serveuse fatiguée avec des cernes sous les yeux et des callosités sur les mains, complètement déplacée dans ce monde de marbre et de robinetterie dorée. L'eau chaude a été une révélation. Je m'y suis plongé jusqu'à ce que seul mon visage reste au-dessus de la surface, et pendant un instant, je me suis laissé sentir la chaleur s'infiltrer dans mes os, dénouant des muscles qui étaient tendus depuis si longtemps. J'avais oublié ce que c'était que la relaxation. Un coup à la porte de la chambre m'a ramené à la réalité. La voix de Dante étouffée par le bois et la distance. « Emma, puis-je entrer? » J'ai répondu, puis j'ai réalisé à quel point c'était absurde vu les circonstances. « Je suis dans le bain. » Il a répondu. « J'attendrai. » Je pouvais l'imaginer dehors, laissant probablement sa propre traînée d'eau de pluie, attendant avec cette patience infinie qui semblait en contradiction avec la violence dont j'avais été témoin. Une partie de moi voulait rester dans le bain pour toujours, pour éviter la conversation qui s'annonçait. Mais l'eau refroidissait déjà, et se cacher dans une salle de bain n'allait pas changer ma situation. Les vêtements posés sur le lit étaient magnifiques. Un pantalon en cachemire doux gris foncé, un chemisier en soie crème, des sous-vêtements qui avaient encore des étiquettes de magasin où je n'avais fait que du lèche-vitrine. Tout allait parfaitement, ce qui était d'une certaine manière plus troublant que s'ils avaient été de la mauvaise taille. Je l'ai trouvé dans le couloir, maintenant changé en vêtements secs, un pantalon noir et une chemise blanche. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras marqués de cicatrices et le bord d'un tatouage. Il était appuyé contre le mur, mais s'est redressé quand je suis sorti. Ses yeux m'ont suivi avec une intensité qui m'a donné la chair de poule. Il a demandé « Mieux ?» J'ai dit « Je veux rentrer chez moi. » Il a répondu « C'est ta maison maintenant. » La frustration a débordé, me donnant du courage. Tu ne peux pas simplement décider ça. Tu ne peux pas juste me prendre, Dante. C'est illégal.
Il s'est approché et j'ai dû lutter contre l'envie de reculer. C'est nécessaire. Emma, tu ne comprends pas ce que tu étais, où tu étais, ce restaurant, ce quartier. Sais-tu ce qui opère dans cette zone? Qui surveille ces rues? J'ai dit, j'y ai vécu pendant 3 ans. Je m'en suis bien sorti. Son rire était amer. Bien sorti. Tu t'épuises au travail pour des miettes. Tu vis dans un immeuble avec des serrures cassées et de la moisissure sur les murs. Tu rentres seul à minuit dans des rues contrôlées par des gens qui... Il s'est interrompu, la mâchoire serrée. Tu appelles ça bien sortir? J'ai répondu, c'est de ma vie. Il a contré. C'était ta survie. Il y a une différence. Sa main s'est tendue, ses doigts effleurant ma mâchoire. Je peux te donner plus. Je peux te donner tout. J'ai dit, je ne veux pas tout. Je veux la liberté. Quelque chose de sombre a traversé son visage. La liberté est une illusion, Bella. Au moins avec moi, tu seras protégée. Chérie, son pouce a effleuré ma lèvre inférieure et j'ai détesté la façon dont mon souffle s'est coupé. Aimé, j'ai dit, tu ne m'aimes pas. Tu ne me connais même plus. Il a répondu, j'en sais assez. Sa main est tombée, mais il n'a pas reculé. Je sais que tu prends ton café noir parce que la crème coûte plus cher. Je sais que tu lis pendant tes pauses des romans d'amour, les moins chers de l'épicerie. Je sais que tu envoies de l'argent à ta tante dans le Vermont tous les mois, même si tu peux à peine te le permettre. Je sais que tu es gentil avec le sans-abri qui est assis devant ton immeuble, que tu lui donnes tes restes du restaurant. Ses yeux retiendront les miens, féroces et inébranlables. Je te connais, Emma. Je te connais depuis 15 ans, même quand nous étions séparés. Ma gorge s'est nouée. J'ai dit, tu m'as surveillé. Il m'a corrigé. Je t'ai protégé. Il y a une différence. J'ai accusé. C'est du harcèlement, Dante. Il l'a dit simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. C'est de l'amour. Je t'ai dit que je t'avais cherché. Quand je t'ai enfin trouvé il y a 6 mois, pensais-tu que j'allais simplement partir? Te laisser en danger, dans la pauvreté, luttant seul, 6 mois. Il savait où j'étais depuis 6 mois et ne s'est révélé que ce soir. Les implications m'ont donné le vertige. J'ai murmuré, « Pourquoi maintenant? Pourquoi ce soir? » Son expression a frémi, est devenue illisible, parce que je ne pouvais plus attendre. Parce que chaque jour où je te voyais servir des gens qui ne t'appréciaient pas, t'épuiser à mort pour rien, était un jour où je te faisais défaut. Il est passé derrière moi, ouvrant la porte de la chambre d'où j'étais sorti. Il est tard. Tu devrais te reposer. Nous parlerons plus demain. J'ai insisté. Je ne resterai pas ici. Il a souri et c'était triste, entendu et absolument certain. Tu resteras. Parce que l'alternative est de retourner à cette vie. Et je pense, sa main a caressé mon visage, tendre malgré tout. Je pense qu'une partie de toi attendait ça. Que quelqu'un te choisisse, se batte pour toi, refuse de te laisser disparaître. Le pire, c'est qu'il avait raison. Une partie désespérée et solitaire de moi attendait exactement ça. Que quelqu'un me voie comme digne d'être gardé. Il a répété, son pouce caressant ma pommette une dernière fois avant de me relâcher. Demain, dors bien, Emma. Il s'est éloigné dans ce couloir sans fin et je l'ai regardé partir, des larmes brûlant derrière mes yeux. Quand je suis finalement retourné dans la chambre, j'ai trouvé que Maria avait laissé un plateau. Du thé, des petits sandwichs, des fruits. De la nourriture réconfortante arrangée avec soin. J'ai mangé machinalement, puis je suis monté dans le lit qui était trop doux, trop grand, trop tout. Les draps sentaient la lavande et la lessive chère. Rien à voir avec mes propres couvertures usées qui portaient l'odeur du restaurant, peu importe combien de fois je les lavais. Le sommeil aurait dû être impossible, mais l'épuisement l'a emporté sur la peur, et je me suis endormi avec le goût des fraises sur la langue et le souvenir du contact de Dante sur ma peau. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil entrant par des fenêtres que je ne me souvenais pas avoir ouvertes et le son d'oiseaux que je n'avais jamais entendu en ville. Pendant un moment désorienté, je ne savais pas où j'étais. Puis tout est revenu en un flot. Le restaurant, la poursuite, le manoir, la prison. On a frappé et Maria est entrée avec un plateau. « Bonjour, Monsieur Caruso a pensé que vous aimeriez prendre le petit déjeuner au lit pour aujourd'hui. » J'ai demandé
Quelle heure est-il? Elle a répondu, presque midi. Il a demandé que vous le rejoigniez pour le déjeuner quand vous serez prête. Il y a un placard par cette porte. Il l'a fait remplir pour vous. Le placard était une pièce en soie, remplie de vêtements à ma taille, de chaussures à ma largeur, d'accessoires que je n'avais jamais possédés. Tout était parfaitement choisi, parfaitement arrangé, parfaitement suffocant. J'ai choisi la tenue la plus simple que j'ai pu trouver, un jean et un pull. Puis je suis descendu, suivant le son des voix jusqu'à la salle à manger. Cette grande pièce aurait pu accueillir 20 personnes, mais ne contenait actuellement que Dante, qui lisait un journal avec une tasse de café à son coude. Il a levé les yeux quand je suis entré et son visage s'est transformé. L'homme froid et dangereux de la nuit dernière s'est adouci en quelque chose qui me rappelait douloureusement le garçon qu'il avait été. Il a dit « Tu as bien dormi ». Les mots sont sortis plus secs que prévu, comme une prisonnière. Mais je ne les ai pas repris. Il a posé le journal, imperturbable. « Assieds chez toi, mange. Puis j'ai quelque chose à te montrer. » La nourriture était incroyable. Des fruits frais, des pâtisseries qui fondaient sur la langue, des œufs cuits à la perfection. J'ai mangé parce que j'avais faim, pas parce que j'avais pardonné quoi que ce soit. J'ai finalement demandé, en posant ma fourchette, « Qu'est-ce que tu veux me montrer? » Il s'est levé, tendant la main. « Viens avec moi. » Contre mon meilleur jugement, je l'ai prise. Ses doigts se sont entrelacés avec les miens, chauds et sûrs, et il m'a conduite à travers la maison vers une aile que je n'avais pas vue. Il a ouvert une porte et je suis entré dans une pièce qui m'a coupé le souffle. C'était un atelier d'artiste. Des fenêtres orientées au nord l'inondaient d'une lumière parfaite. Des chevalets étaient prêts, des toiles empilées contre les murs, des peintures et des pinceaux organisés avec soin, et sur les murs, dizaines de tableaux. Mon visage sous tous les angles, toutes les humeurs, s'étalant sur des années. Il a dit doucement, « Je n'ai jamais cessé de te peindre. Même quand je ne pouvais pas te trouver, tu étais tout ce que je pouvais voir. » Je me suis tourné vers lui, des larmes coulant sur mon visage, et j'ai vu mon propre reflet dans ses yeux. « Voulu, chérie, piégé. » J'ai murmuré, « Qu'est-ce que tu veux de moi? » Il s'est approché, son front reposant contre le mien. « Tout, rien. Reste juste. Laisse-moi te garder en sécurité. Laisse-moi. » Un homme en costume a fait éruption par la porte. « Monsieur, nous avons un problème. C'est à propos de la fille Rosini. Elle est là. Le corps entier de Dante s'est raidi. »« Quoi? » L'homme a continué. « Elle exige de vous voir. Elle dit qu'elle a des informations sur la nuit dernière. Sur qui observait. Sa main s'est resserrée sur la mienne, presque douloureusement. Quand il m'a regardé, il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Quelque chose comme de la peur. Il a dit, « Emma, j'ai besoin que tu retournes dans ta chambre. Verrouille la porte. Ne l'ouvre pour personne d'autre que Maria. » J'ai demandé, « Qui est la fille Rosini? Qu'est-ce que... » Il m'a embrassé sur le front, rapide et désespéré. « S'il te plaît, fais-moi confiance, juste cette fois. Fais-moi confiance, l'homme. » Et puis il était parti, me laissant dans une pièce pleine de peinture de mon visage, me demandant quel nouveau danger venait de franchir sa porte. Je ne suis pas retourné dans ma chambre. Au lieu de cela, je me suis senti attiré par le couloir dans la direction où Dante était allé, mes pieds se déplaçant silencieusement sur la moquette moelleuse. Je me suis dit que j'avais besoin de comprendre ce qui se passait, que j'avais le droit de savoir dans quel danger j'avais été entraîné. Mais en vérité, quelque chose de plus sombre me poussait. La jalousie peut-être, ou le besoin de savoir qui était cette fille Rosini, et pourquoi la mention de son nom avait mis la peur dans les yeux de Dante. Les voix m'ont mené à un grand salon. Je me suis pressé contre le mur juste à l'extérieur, caché derrière une colonne de marbre, et j'ai écouté. La voix de Dante était tendue, une colère contrôlée à peine contenue. « Tu ne peux pas simplement débarquer ici sans prévenir, Isabella. » La voix de la femme était cultivée, aussi tranchante que du verre brisé. « Je vais où je veux, surtout quand cela concerne les intérêts de ma famille. Où as-tu oublié notre arrangement? » Dante a dit, « Il n'y a pas d'arrangement. Ton père et moi avons des relations d'affaires. C'est tout. » Elle a eu un rire cassant et froid. « Des relations d'affaires. C'est comme ça qu'on appelle ça?
Parce que je crois me souvenir d'une conversation très différente il y a 6 mois. Quelque chose à propos d'alliance, de joindre nos familles comme il se doit. Mon estomac s'est noué. Il y a 6 mois. Au même moment où Dante m'avait trouvé. Dante a répondu. C'était la suggestion de ton père, pas la mienne. J'ai clairement exprimé ma position. Sa voix dégoulinait de mépris. Ta position. Et quelle est cette position, Dante? Parce que de mon point de vue, tu nous fais tourner en bourrique pendant que tu joues à la maison avec une serveuse que tu as ramenée de je ne sais où. L'envie de faire irruption dans la pièce, de me défendre, était presque écrasante. Mais quelque chose m'a gardé figé. À l'écoute. La voix de Dante était devenue mortellement silencieuse. Surveille ta langue, Isabella. Emma ne te concerne en rien. Elle a prononcé mon nom comme si c'était quelque chose de dégoûtant. Emma, la fille des tableaux. Ta petite obsession. J'aurais dû savoir quand tu n'arrêtais pas de me refuser qu'il y avait quelqu'un d'autre. Je ne réalisais juste pas qu'elle était si commune. Dante a dit, cette conversation est terminée. Pars maintenant. Elle a répondu, je partirai quand je serai prête. Mais d'abord, tu devrais savoir. Mon père est au courant de tes petites retrouvailles et il n'est pas content. La famille Rosini n'apprécie pas d'être rejetée, surtout pas pour une moins que rien de ton passé. Dante a demandé, ton père sait mieux que de me menacer, n'est-ce que pas? Parce que je crois me souvenir de cette cargaison le mois dernier, celle qui a disparu, ou de l'incendie de l'entrepôt dans le quartier des docks. Isabella a dit, les accidents arrivent, Dante, surtout aux gens qui oublient leur place dans l'ordre des choses. Silence, puis la voix de Dante, chaque mot soigneusement mesuré. Si ton père a des inquiétudes concernant notre relation d'affaires, il peut m'en parler directement, et non envoyer sa fille faire des menaces voilées dans ma maison. Elle a dit, ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Tu joues un jeu dangereux. En amenant cette fille ici, il y a des gens qui ne comprendront pas, qui verront ça comme une faiblesse. Dante a rétorqué, alors ils peuvent venir me le dire en face. Elle a dit, certains l'ont déjà fait. Cette voiture hier soir, celle qui te suivait depuis le restaurant, ce n'était pas un hasard, Dante. C'était un message. Des questions se posent sur tes loyautés, sur ta capacité à diriger. Mon sang s'est glacé, la voiture, le pneu crevé. Cette femme disait que ce n'était pas un accident. Dante a dit, sors, Isabella, et dis à ton père que s'il veut la guerre, il peut l'avoir, mais il n'aimera pas la fin. Le rire d'Isabella était incrédule. Tu déclencherais une guerre pour elle? Pour une fille que tu n'as pas vue depuis 15 ans? Elle doit être spéciale. J'ai hâte de la rencontrer comme il se doit. Dante a prévenu, tu ne le feras pas. Tu n'es pas la bienvenue ici. Et si tu t'approches d'Emma, si tu la regardes ne serait-ce qu'une fois, tu... Elle a défié. Quoi? Tu me tueras? Tu déclencheras une vendetta avec les Rosini pour une serveuse? Elle a fait une pause. Tu es devenu faible, Dante. L'amour t'a rendu faible. Et dans notre monde, la faiblesse est fatale. Des bruits de pas. Je me suis retourné pour fuir, mais je n'ai pas été assez rapide. Isabella est sortie et nous nous sommes retrouvés face à face. Elle était belle de la manière dont les choses chères sont belles. Polie, parfaite, froide. Des cheveux noirs coiffés en un chignon élégant. Des vêtements de créateur qui tombaient parfaitement sur sa silhouette élancée. Des diamants à son cou et à ses poignets qui captaient de la lumière. Ses yeux, quand ils ont rencontré les miens, étaient calculateurs et cruels. Elle m'a regardé de haut en bas, observant mes vêtements empruntés, mon visage non maquillé, tout ce qui me marquait comme une étrangère ici. Eh bien, la serveuse elle-même. Je peux comprendre l'attrait, je suppose, si on aime le style demoiselle en détresse. Dante est apparu derrière elle, le visage furieux. Isabella, j'ai dit, pas. Elle m'a souri. Toute dent dehors, je m'en vais. Profite de ton séjour ici, Emma. Je suis sûr que ce sera instructif. Puis à Dante. Mon père prendra contact. Elle est passée devant moi dans un nuage de parfum qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, ses talons claquant sèchement sur le sol en marbre. La porte d'entrée s'est ouverte et fermée, puis elle a disparu. La main de Dante a saisi mon bras. Pas doucement. Je t'avais dit d'aller dans ta chambre. J'ai dit, je ne reçois pas d'ordre de toi. Il a répondu, quand c'est pour ta sécurité, si.
Il m'a tiré dans ce sonnant, fermant la porte derrière nous. As-tu la moindre idée de ce dans quoi tu viens de t'embarquer? Ce qu'elle pourrait faire avec l'information que tu écoutais aux portes. J'ai répliqué. Ce dans quoi je me suis embarqué. Dante, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Qui est-elle? Quel arrangement? Qu'est-ce qu'elle veut dire par tes loyautés? Il a passé une main dans ses cheveux, le premier signe d'agitation que j'avais vu chez lui. C'est compliqué. J'ai dit, alors, simplifie. Si je suis coincé ici, si je suis en danger à cause de toi, je mérite de savoir pourquoi. Pendant un moment, j'ai cru qu'il n'allait pas répondre. Puis il s'est dirigé vers la fenêtre, regardant les jardins, le dos tourné. Mon père dirigeait les affaires de la famille Caruso. Quand j'avais 17 ans, quand je te connaissais, je pensais pouvoir y échapper. Je pensais pouvoir être normal, être un artiste, être n'importe quoi d'autre. Ses épaules se sont tendues. J'avais tort. Ils m'ont ramené, m'ont fait comprendre que le sang a des obligations, des dettes qui doivent être payées. J'ai demandé, quel genre d'affaires? Il s'est tourné pour me faire face et il y avait quelque chose de sombre dans ses yeux. Le genre sur lequel on ne pose pas de questions si on veut dormir la nuit. Je l'ai dit platement. La mafia. Tu es dans la mafia. Il m'a corrigé. Je la dirige. Il y a une différence. Il s'est rapproché. Quand mon père est mort il y a 5 ans, j'ai pris la relève. La famille Caruso contrôle les territoires de l'Est, le transport maritime, les importations, certains établissements. Les Rosini contrôlent l'Ouest. Nous avons une paix précaire depuis des années, maintenue par des avantages mutuels et des mariages occasionnels. J'ai dit, et Isabella veut t'épouser. Il a confirmé. Son père le veut. Une alliance par le mariage, liant nos familles, créant un front uni contre les autres familles qui s'installent sur nos territoires. Sa mâchoire s'est crispée. Je refuse depuis 6 mois. Depuis que je t'ai trouvé. 6 mois. Toujours. Ça revenait à 6 mois. J'ai ri, mais c'est sorti comme un son brisé. Alors, tu me choisis plutôt qu'une alliance mafieuse, plutôt que la paix. Sais-tu à quel point ça semble fou? Il était en face de moi maintenant, les mains encadrant mon visage. Je m'en fiche. Je me fiche de ce que ça coûte, Emma. Je t'ai perdu une fois à cause de cette vie, parce qu'ils m'ont arraché à tout ce que j'aimais. Je ne te perdrai pas à nouveau. Pas pour la paix, pas pour le pouvoir, pas pour rien. Les mots sont tombés entre nous comme des pierres. Des gens vont mourir. C'est ce qu'elle disait, n'est-ce pas? Que ton refus déclenchera une guerre. Il a demandé. Possiblement. Et ça ne te dérange pas? Son pouce a caressé mes pommettes. Tendre, malgré la dureté de sa voix. J'ai fait la paix avec beaucoup de choses qui ne me plaisent pas. Ce ne sera pas la première guerre que je mène, mais ce sera la première qui compte vraiment. Je me suis éloigné de lui, ayant besoin de distance, besoin d'air. C'est insensé. Tout ça. Tu ne peux pas juste... Dante, tu dois me laisser partir avant que ça n'empire, avant que plus de gens ne soient blessés. Sa voix était plate, sans émotion. Non. Des gens pourraient mourir. Des gens meurent tous les jours. Le monde est cruel, violent et injuste, Emma. Je ne l'ai pas rendu ainsi. J'ai juste appris à y survivre. Comment prendre ce que je veux et le garder en sécurité? J'ai dit, je ne suis pas une chose à garder. Il a de nouveau comblé la distance entre nous. Implacable. Non, tu es tout. Tu es la seule chose pure que j'ai touchée en 15 ans. Le seul souvenir qui n'a pas le goût du sang. Et je brûlerai le monde avant de laisser quiconque te prendre à moi. L'intensité de tout cela était écrasante. Je voulais argumenter, me battre, maintenir mon indépendance. Mais en le regardant dans les yeux, j'ai vu la vérité. Il pensait chaque mot. Et la partie terrifiante était qu'une partie brisée et solitaire de moi y répondait. Désirait la certitude d'être voulu à ce point. J'ai murmuré, « Qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que je suis censé faire ici? » Son front a touché le mien. Être en sécurité, être à l'aise, être à moi. Laisse-moi prendre soin de toi comme j'aurais dû le faire il y a 15 ans. J'ai demandé, et si je ne peux pas? Si j'ai besoin de plus que d'être gardé comme une sorte d'animal de compagnie? Quelque chose a vacillé dans son expression. Alors dis-moi ce dont tu as besoin. Je te le donnerai. J'ai dit, j'ai besoin de liberté, dans des limites raisonnables. J'ai besoin d'un but.
Il a répondu. Alors trouve-en un. L'atelier est à toi. Peins, crée, fais tout ce qui te rend heureuse. Fais-le simplement ici, où je peux te protéger. J'ai dit, j'ai besoin de ne pas me sentir comme une prisonnière. Il a reculé et pour la première fois, j'ai vu de l'incertitude sur son visage. Je ne sais pas comment te donner ça. Pas quand l'alternative est que tu partes, que tu sois vulnérable, que tu sois... Il s'est arrêté, a dégluti difficilement. Je ne peux pas te perdre à nouveau, Emma. Demande-moi n'importe quoi d'autre, mais pas ça. On a frappé à la porte, nous interrompant. Un de ces hommes s'est entré, le même qui avait apporté la nouvelle d'Isabella. Monsieur, un appel téléphonique. C'est urgent, concernant la situation en ville. Le visage de Dante s'est durci, reprenant ce masque de contrôle. Je le prendrai dans mon bureau, à moi, il a dit. Nous continuerons cette conversation plus tard. S'il te plaît, reste à l'intérieur, ne sors pas sur le terrain. J'ai demandé, suis-je en résidence surveillée maintenant? Il a répondu, tu es sous protection. Il y a une différence, Wakube. Il est parti et je suis resté seul dans cette immense pièce, entouré d'un luxe qui ressemblait à une cage dorée. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant les jardins manucurés, les hauts murs, les gardes patrouillant avec des armes à peine dissimulées. Une prison, aussi belle soit-elle. Mais alors que je me tenais là, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qu'Isabella avait dit, à propos de la faiblesse, du danger d'aimer quelqu'un dans un monde bâti sur le pouvoir et la violence. Et je ne pouvais m'empêcher de me demander si Dante avait raison, si peut-être le monde extérieur à ses murs était plus dangereux que celui à l'intérieur. Maria m'a trouvé 1 heure plus tard, toujours debout à la fenêtre. « Viens, ma chère, laisse-moi te montrer le reste de la maison. Il est facile de se sentir piégé si on ne voit que les murs. » Je l'ai suivi à travers des couloirs et des pièces, chacun plus opulent que le précédent. Une bibliothèque avec des premières éditions derrière des vitres, une salle de musique avec un piano à queue qui brillait comme de l'eau noire, une véranda remplie d'orchidées et le son d'une fontaine. Et enfin, l'atelier d'artiste que Dante m'avait montré plus tôt. Maria a dit doucement, en désignant l'étoile, « Il a peint pendant qu'il te cherchait. » Chaque nuit, parfois jusqu'à l'aube, je le trouvais ici, couvert de peinture, fixant ton visage comme s'il pouvait te faire exister. Je me suis approché des tableaux. Ils étaient bons. Non, ils étaient exceptionnels. Chacun capturait quelque chose de différent. Moi riant, moi sérieuse, moi triste. Des versions de moi que je n'avais jamais vues dans un miroir. Belles, dignes et vues. J'ai demandé, « Depuis combien de temps travaillez-vous pour lui? » Elle a souri. 20 ans, depuis qu'il était un garçon. Je l'ai vu essayer de fuir cette vie. Je l'ai vu être ramené. Je l'ai vu se vider jusqu'à ce qu'il ne reste que le devoir et la violence. Elle a touché doucement l'un des tableaux, jusqu'à ce qu'il te retrouve. Le changement en lui ces 6 derniers mois, c'est comme voir quelqu'un revenir à la vie. J'ai dit, même si ça déclenche une guerre. Les yeux de Maria ont rencontré les miens, surtout dans ce cas. Le pouvoir sans but n'est que destruction, Emma. Tu lui donnes un but. Peut-être que ça vaut la peine de se battre pour ça. Je voulais argumenter, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à prendre un pinceau, sentant son poids dans ma main. Je n'avais pas peint depuis le lycée, depuis ces cours d'art où Dante et moi étions assis côte à côte, nos mains tachées des mêmes couleurs. La toile était vierge, attendant. Et pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai ressenti autre chose que la peur ou la colère. J'ai ressenti une possibilité. J'ai peint jusqu'à ce que la lumière s'estompe, jusqu'à ce que mes épaules me fassent mal et que mes mains soient crispées. J'ai peint la vue depuis la fenêtre de mon ancien appartement. L'enseigne au néon cassé de l'autre côté de la rue. L'escalier de secours où je m'asseyais les soirs d'été. Le petit bout de ciel visible entre les bâtiments. J'ai peint la vie que j'avais laissée derrière moi, essayant de comprendre ce que je ressentais à l'idée de la perdre. Quand Dante m'a trouvé des heures plus tard, je fixais la toile terminée avec des larmes sur les joues. Il a dit doucement depuis l'embrasure de la porte. « C'est magnifique, je ne me suis pas retourné pour le regarder. » C'est parti. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'avais, tout est parti maintenant. Il s'est placé derrière moi, ses mains se posant sur mes épaules. Non, c'est transformé. Tu ne perds rien, Emma. Tu gagnes tout ce qui t'a été refusé.
J'ai demandé, et si je ne veux pas de ce que tu offres, et si je veux juste retrouver ma petite vie simple? Ses mains se sont resserrées. Alors tu te mens à toi-même. J'ai vu où tu vivais, comment tu survivais. Ce n'était pas vivre, Bella. C'était mourir lentement, un service à la fois. Je me suis retourné dans ses bras, des larmes de colère coulant toujours. Au moins, c'était à moi. Au moins, j'avais des choix, même s'ils étaient tous mauvais. Ça, j'ai fait un geste vers l'atelier, le manoir au-delà. C'est juste une plus jolie prison. Sa voix était féroce, désespérée. Alors fais-en la tienne, change-la, exige ce dont tu as besoin. Je t'ai dit que je te donnerai n'importe quoi. Ne me demande juste pas de te laisser partir. J'ai exigé. Pourquoi? Pourquoi moi? Après 15 ans, pourquoi est-ce que je vaux tout ça? Il a pris mon visage dans ses mains tachées de ma peinture, ses pouces essuyant mes larmes. Parce que quand j'avais 17 ans, tu as été la première personne à me regarder et à voir quelqu'un qui valait la peine d'être sauvé. Parce que tu m'as souri comme si j'avais de l'importance quand le reste du monde ne voyait que le fils de mon père. Parce que t'aimer a été la dernière fois que je me suis senti humain. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et je l'ai vu alors. La solitude qui correspondait à la mienne. Le besoin désespéré d'importer pour quelqu'un, d'être choisi. J'ai murmuré. Je ne suis pas la fille dont tu te souviens. Il a souri, triste et entendu. Je ne suis pas le garçon que tu as connu. Mais peut-être que ce n'est pas grave. Peut-être qu'on peut découvrir qui nous sommes maintenant. Ensemble. Avant que je puisse répondre, son téléphone a vibré. Il l'a vérifié et son visage s'est durci. Quoi? Le père d'Isabella vient de convoquer une réunion. Toutes les familles, demain soir. Ses yeux ont rencontré les miens. C'est à propos de nous, à propos de toi. J'ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Il a répondu, ça veut dire que la guerre arrive, Emma, et tu en es la raison. Le lendemain s'est écoulé dans un étrange état de limbe. Dante était parti avant que je ne me réveille, ne laissant qu'un mot sur l'oreiller à côté de moi. Reste à l'intérieur. Fais-moi confiance. Comme si la confiance était quelque chose que je pouvais simplement invoquer sur commande. Comme si les dernières 48 heures n'avaient pas bouleversé tout mon monde. J'ai passé la matinée dans l'atelier, essayant de me perdre dans la peinture et la toile, mais ma main tremblait trop pour créer quoi que ce soit de cohérent. Chaque son me faisait sursauter, des bruits de piste dans le couloir, des moteurs de voiture au loin, le vent contre les fenêtres. Maria m'apportait des repas que je ne pouvais pas manger, ses regards inquiets en disant plus que ses mots prudents. L'après-midi, je n'en pouvais plus. Je me suis retrouvé à errer dans le manoir comme un fantôme, ouvrant des portes de pièces que je n'avais pas vues auparavant. Une salle de sport avec un équipement qui semblait de qualité militaire. Un bureau avec des moniteurs montrant des flux de sécurité de chaque angle de la propriété. Une cave à vin qui descendait dans l'obscurité. Des bouteilles valant plus que mon salaire annuel, prenant de la poussière dans un silence climatisé. Et puis j'ai trouvé la porte verrouillée. Elle était dans un couloir que je n'avais pas encore exploré, sans marque et ordinaire, à l'exception du lourd pain dormant et du clavier à côté de la poignée. Je n'aurais pas dû m'en soucier, je n'aurais pas dû être curieuse, mais quelque chose à ce sujet m'appelait. Le seul secret dans une maison qui en était pleine. J'étais encore là, à la regarder, quand j'ai entendu des voix s'approcher. Des voix d'hommes parlant un italien rapide. Je me suis pressé dans une alcôve juste au moment où deux des hommes de Dante sont apparus. L'un d'eux a tapé un code sur le clavier. La porte s'est ouverte, révélant des escaliers menant vers le bas. Ils sont descendus et j'ai aperçu ce qui se trouvait en dessous. Des classeurs, des boîtes, le bord de ce qui ressemblait à une carte sur un mur. Puis la porte s'est fermée et j'étais de nouveau seul avec mon cœur qui battait la chamade. Une salle d'archives ou un arsenal, ou Dieu sait quoi d'autre que des hommes comme Dante, gardaient enfermés dans le noir. Je me suis retourné pour trouver Marco, le chef de la sécurité de Dante, qui me regardait avec des yeux impénétrables. Vous ne devriez pas être ici. Il était plus âgé que les autres, avec des tempes grisonnantes et des cicatrices qui racontaient des histoires que je ne voulais pas connaître. J'ai dit, j'explorais juste. Il a hoché la tête sans méchanceté. Monsieur Caruso a dit que vous le feriez. Il sait que vous n'êtes pas du genre à rester assise et à faire joli. J'ai demandé, alors pourquoi m'enfermer ici? Il a répondu, il ne vous enferme pas.
Il enferme le monde à l'extérieur. Marco m'a fait signe de le suivre. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Il m'a conduite dans une autre aile, dans une pièce avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur les jardins. D'ici, je pouvais voir toute l'étendue de la propriété, les murs, les gardes, les mesures de sécurité qui transformaient ce magnifique domaine en forteresse. Il a montré une section de mur où des hommes installaient ce qui ressemblait à des caméras supplémentaires. Vous voyez ça? C'est nouveau de ce matin. Et là, un autre point. Des capteurs infrarouges, des détecteurs de mouvement. Nous doublons la rotation des gardes. Nous vérifions chaque livreur, chaque visiteur. Tout ça parce que M. Caruso sait qu'en vous choisissant, il a fait de vous une cible. Ma bouche est devenue sèche. Une cible pourquoi? Le visage de Marco était grave. Pour quiconque veut lui faire du mal. Et ne vous y trompez pas, mademoiselle Emma, beaucoup le voudraient. Les Rosini ne sont pas la seule famille mécontente de ses choix. Il y a des rivaux qui voient cela comme une opportunité, une faiblesse qu'ils peuvent exploiter. J'ai dit, je ne vaux pas tout ça. Il s'est tourné pour me faire face complètement. Ce n'est pas à vous de décider. J'ai travaillé pour la famille Caruso pendant 30 ans. J'ai vu le père de Dante construire cet empire sur le sang et la cruauté. J'ai vu Dante essayer d'y échapper et échouer. Et pendant tout ce temps, je ne l'ai jamais vu se soucier de quoi que ce soit comme il se soucie de vous. J'ai dit, il ne me connaît même pas. L'expression de Marco s'est légèrement adoucie. Il connaît l'idée de vous, le souvenir d'être quelqu'un de meilleur que ce que cette vie a fait de lui. Parfois, c'est suffisant. Vous pensez être piégé ici, mais la vérité est que c'est lui qui est dans une cage. Et vous êtes la seule clé qu'il ait jamais trouvée. Avant que je puisse répondre, un autre garde est apparu dans l'embrasure de la porte. Marco, monsieur. Monsieur Caruso est sur le chemin du retour. Il veut mademoiselle Emma dans le salon principal. Le nœud dans mon estomac s'est resserré. La réunion, c'est fini. Marco a dit, pas encore, il se prépare pour ce soir. Il m'a fait un signe de tête. Venez, il voudra vous voir. J'ai trouvé Dante dans le salon, entouré de papiers, de téléphones et d'hommes en costume sombre qui ont cessé de parler dès que je suis entré. Il a levé les yeux et quelque chose sur son visage s'est détendu quand il m'a vu. Il a dit aux autres, « Laissez-nous. » Ils sont sortis sans poser de questions, fermant la porte derrière eux. Nous étions seuls. J'ai demandé, sans m'embarrasser de politesse. C'est grave à quel point. Il a desserré sa cravate. Le premier signe de stress que j'avais vu, grave. Giovanni Rossini demande des réponses. Il veut savoir pourquoi je refuse Isabella, pourquoi j'ai mis en péril notre alliance. Et il n'est pas le seul à poser des questions. J'ai dit, alors dis-leur la vérité. Dis-leur que je ne signifie rien pour toi. Que je suis juste. Le mot a claqué comme un fouet. Ne me demande pas de te renier. Je ne le ferai pas. J'ai demandé, même si ça empêche une guerre, il s'est approché, et j'ai vu l'épuisement dans ses yeux, le poids de décision que je ne pouvais même pas commencer à comprendre. Surtout dans ce cas, Emma. J'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. La réunion de ce soir déterminera ce qui se passera ensuite. S'il y aura la paix ou la violence, si tu seras en sécurité ou... Il s'est arrêté, la mâchoire serrée. J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. J'ai demandé. Quoi? Il a dit, si quelque chose m'arrive, si les choses tournent mal, Marco te fera sortir. Il a des instructions, de l'argent, de nouveaux documents. Tu seras en sécurité, Dante, promets-moi. Ses mains ont saisi mes épaules. Promets-moi que tu t'enfuiras si je te le dis. J'ai dit, je ne peux pas. Tu ne peux pas me demander de juste. Son front s'est pressé contre le mien, son souffle chaud sur mes lèvres. Je ne demande pas. Je supplie. Si je sais que tu seras en sécurité, je peux faire ce qui doit être fait ce soir. Mais si je m'inquiète pour toi, si je suis distrait, les mots avaient un goût de cendre. Alors tu te feras tuer. C'est ce que tu dis, n'est-ce pas? Que ce soir pourrait mal tourner. Que tu pourrais ne pas revenir. Il a répondu, c'est une possibilité. Je dois me préparer à... Quelque chose s'est brisé dans ma poitrine. Tu es vraiment prêt à mourir pour ça? Pour moi. Son pouce a effleuré ma joue, attrapant une larme que je n'avais pas réalisé avoir versée. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour te garder. J'ai vécu 15 ans sans toi, Emma. J'ai bâti un empire, commandé le respect,
pris ce que je voulais de ce monde, mais rien de tout ça ne signifiait quoi que ce soit. Rien de tout ça n'a comblé le vide que tu as laissé. J'ai dit, ce n'est pas juste. Tu ne peux pas me mettre ça sur le dos. Il a légèrement reculé, ses yeux cherchant les miens. Je sais que ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste, mais c'est la vérité. Je tremblais. Je l'ai réalisé. De peur, de colère ou du poids écrasant d'être responsable de sa vie, je ne saurais le dire. J'ai demandé, « Qu'est-ce que tu veux de moi, Dante? En ce moment, à cet instant, qu'est-ce que tu veux? » Les mots étaient bruts, vulnérables. Je veux que tu m'embrasses. Je veux me souvenir de ce que c'était d'avoir 17 ans, d'être stupide et amoureux. Avant que tout ne devienne compliqué, avant que je ne devienne ça. Il a fait un geste vers lui-même, vers les vêtements chers, la montre lourde et tous les attributs du pouvoir. J'ai dit, nous ne sommes plus ces personnes. Sa main a pris mon visage, et j'ai senti les callosités sur sa paume. Une rugosité qui correspondait à la mienne, acquise par des luttes différentes, mais tout aussi réelles. Non, mais peut-être qu'on peut être quelque chose de mieux. Un baiser, Emma. Donne-moi au moins ça avant que j'entre dans une pièce pleine de gens qui veulent ma mort. J'aurais dû dire non. J'aurais dû maintenir des limites, garder mes distances, protéger ce qui restait de mon indépendance. Mais en le regardant vraiment, j'ai vu le garçon que j'avais aimé sous le monstre qu'il était devenu. Et j'ai vu autre chose aussi, la même solitude désespérée qui avait défini ma propre vie pendant si longtemps. Alors je l'ai embrassé. Ça a commencé doucement, timidement, un effleurement de lèvres qui avait le goût du souvenir et du regret. Mais ensuite, sa main s'est emmêlée dans mes cheveux et j'ai agrippé sa chemise. Et soudain, nous avions de nouveau 17 ans, volant des baisers dans la salle d'or après l'école, tachés de peinture, essoufflés et vivants. Sauf que nous n'avions pas 17 ans. Et ce baiser portait le poids de 15 années. De toutes les choses que nous avions perdues, trouvées et brisées entre nous. Quand nous nous sommes finalement séparés, nous étions tous les deux essoufflés, les fronts pressés l'un contre l'autre dans le silence. J'ai murmuré, « Reviens, quoi qu'il arrive ce soir, tu reviens vers moi. » Ses lèvres ont effleuré ma tempe, je le ferai. Je le promets, un coup à la porte a brisé le moment. La voix de Marco. « Monsieur, la voiture est prête. » Dante s'est redressé et j'ai observé la transformation. L'homme vulnérable remplacé par le leader froid et calculateur. Il a ajusté sa cravate, vérifié sa montre et est devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas tout à fait. Il a dit, « Reste avec Maria, n'ouvre la porte à personne d'autre. » Il s'est retourné sur le seuil et Emma, merci pour le baiser, pour avoir cru que je valais peut-être la peine de revenir. Puis il était parti et j'étais seul avec le goût de lui sur mes lèvres et la terreur dans mon cœur. Les heures qui ont suivi ont été une torture. Maria a essayé de me distraire avec le dîner, la télévision, avec tout ce qui pourrait empêcher mon esprit de tourner en rond. Mon esprit, cependant, était consumé par des pensées de Dante. Il était dans une pièce pleine d'hommes dangereux, défendant son choix de me garder, mourant potentiellement pour cela. Vers 11 heures, je n'en pouvais plus. Je me suis retrouvé dans ce couloir, à regarder la porte verrouillée. La salle d'archives, les secrets. Cette fois, j'ai essayé le code que j'avais vu le garde entrer. Mes mains tremblaient en tapant les chiffres, certaines que ça ne marcherait pas, que je déclencherais une alarme. La serrure s'est ouverte. Je suis descendu dans l'obscurité, tâtonnant le long du mur jusqu'à trouver un interrupteur. Des ampoules fluorescentes l'ont vacillé, révélant exactement ce que j'avais soupçonné. Une pièce pleine de dossiers, de cartes, de photographies, l'architecture cachée de l'Empire de Dante. Je n'aurais pas dû regarder, je n'aurais pas dû ouvrir les classeurs, je n'aurais pas dû sortir des dossiers marqués de noms, de dates et de montants qui me donnaient le vertige. Mais je l'ai fait, et c'est là que je l'ai trouvé. Un dossier avec mon nom dessus. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des dizaines. Moi allant au travail, moi à l'épicerie, moi assise sur mon escalier de secours en train de lire. 6 mois de surveillance, peut-être plus. Des noces de l'écriture de Dante, elle prend toujours son café noir. Elle lit toujours des romans d'amour. Elle a toujours ce sourire. Mais il y avait d'autres documents aussi. Des vérifications d'antécédents, des dossiers financiers et un qui m'a glacé le sang. Un rapport sur le propriétaire de mon immeuble, daté de 2 mois, détaillant ses liens avec la famille Rosini.
Mon immeuble, l'endroit où je m'étais senti en sécurité pendant 3 ans, appartenait aux ennemis de Dante. J'étais encore là, le dossier dans mes mains tremblantes, quand j'ai entendu l'explosion. C'était lointain mais indubitable. Un boom qui a fait vibrer les fenêtres et a fait s'envoler les oiseaux des arbres. J'ai laissé tomber le dossier et j'ai couru à l'étage, émergeant dans le chaos. Des gardes criaient, couraient vers les sorties. Maria a attrapé mon bras, le visage pâle. Allez dans la pièce de sécurité, maintenant. J'ai demandé, qu'est-ce qui se passe? C'est Dante. Est-ce qu'il... Elle a répondu, je ne sais pas, mais nous avons un protocole. Venez avec moi. Elle m'a tiré dans un autre couloir à travers une porte qui s'ouvrait sur une pièce renforcée avec des moniteurs et des provisions. 2 autres gardes étaient déjà là, armes au poing, regardant plusieurs écrans. Sur l'un d'eux, je pouvais voir du feu, de la fumée, le lieu de la réunion. J'ai réalisé le restaurant où Dante était allé. J'ai dit, ma voix n'étant pas la mienne, on doit aller le chercher. On doit... La voix de Marco est venue par une radio. Nos ordres sont de vous protéger. Mademoiselle Emma reste en sécurité jusqu'à ce que nous connaissions la situation. Je criais maintenant, l'hystérie me griffant la gorge. La situation, c'est qu'il pourrait être mort. Laissez-moi sortir. Laissez-moi. La porte s'est ouverte et Dante a trébuché à l'intérieur. Il était vivant, couvert de poussière et de sang, le costume déchiré, mais vivant. J'ai couru vers lui sans réfléchir et il m'a attrapé, ses bras m'entourant avec une force désespérée. Il a dit contre mes cheveux, « Je vais bien, c'est fini. » J'ai demandé, « Qu'est-ce qui s'est passé? » L'explosion. Sa voix était plate, sans émotion, de cette manière qui signifiait qu'il gardait quelque chose de terrible à l'intérieur. Les Rosini ont fait leur choix. Ils ont essayé de me tuer. Nous tous, tout le conseil, tous ceux qui me soutiennent. J'ai demandé, et ils ont réussi? Les autres? Il a répondu, certains sont morts, d'autres ont survécu. Il s'est reculé pour me regarder, et j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. Quelque chose de final. Mais Giovanni Rosini ne fera plus de demandes. Ni Isabella. L'implication m'a frappé comme un coup de masse. Tu les as tués. Pas d'excuses, pas de regrets, juste un fait froid et dur. J'ai protégé ce qui est à moi. J'aurais dû être horrifié. J'aurais dû m'éloigner de lui, du sang sur ses mains, littéral et métaphorique. Mais tout ce que je ressentais, c'était le soulagement qu'il soit en vie, qu'il soit revenu comme il l'avait promis. J'ai murmuré, « Qu'est-ce qui se passe maintenant? » Il a touché mon visage avec des doigts tachés de sang, tendres malgré tout. Maintenant, nous finissons ça. Plus de demi-mesure, plus de prétention que tu n'es qu'une invitée ici. Ses yeux ont brûlé dans les miens. Tu es à moi, Emma, complètement. Et quiconque essaie de te prendre à moi apprendra ce qui arrive quand on touche à ce qui appartient à Dante Caruso. Ça aurait dû sonner comme une menace, comme de la possession, comme tout ce contre quoi je m'étais battu. Au lieu de cela, ça sonnait comme une promesse, comme la sécurité, comme la fin de la fuite, de la dissimulation et de l'invisibilité. Je me suis entendu dire « D'accord, d'accord ». Son baiser avait le goût de la fumée, du sang et de la victoire. Et je l'ai embrassé en retour, choisissant cela, le choisissant lui, choisissant d'arrêter de combattre la seule personne qui s'était jamais battue pour moi. Les suites de l'explosion ont tout changé. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vu Dante transformer le manoir en quelque chose entre une forteresse et une salle du trône. Des hommes à laine et venin à toute heure. Des soldats, j'ai appris à les appeler, bien qu'ils portaient des costumes au lieu d'uniformes. Ils apportaient des nouvelles de territoires conquis, de rivaux éliminés, d'alliances forgées dans le sang et la peur. La famille Rosini s'était fracturée après la mort de Giovanni, leur empire s'effondrant alors que les forces de Dante intervenaient pour combler le vide. J'aurais dû être horrifié par l'efficacité de tout cela, la manière clinique dont il démantelait la vie de ses ennemis. Mais j'avais vu le site de l'attentat aux informations, le restaurant réduit en décombres, des innocents pris dans les tirs croisés de la guerre de quelqu'un d'autre. Les Rossini avaient été prêts à tuer des dizaines de personnes pour éliminer Dante. Il avait simplement été prêt à en tuer plus pour survivre. Une semaine après l'explosion, je me suis réveillé pour le trouver assis sur le bord du lit, me regardant dormir. La lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux, le peignant de nuances d'or et d'ombre. J'ai demandé, ma voix rauque de sommeil,
Depuis combien de temps es-tu là? Sa main s'est tendue, ses doigts traçant la ligne de ma mâchoire. 1 heure, peut-être plus. Je n'arrête pas de penser que tu vas disparaître, que je vais me réveiller et découvrir que tout ça n'était qu'un rêve. J'ai attrapé sa main, la pressant contre ma joue. Je suis réel. Je suis là. Ses yeux ont cherché les miens. L'es-tu? Ou est-ce que tu survis juste jusqu'à ce que tu puisses t'échapper? La question est restée en suspens entre nous, honnête et brute. J'aurais pu mentir. J'aurais pu lui dire ce qu'il voulait entendre, mais quelque chose dans son expression exigeait de la vérité. J'ai admis. Je ne sais pas. Certains jours, je me réveille en colère que tu m'aies enlevé mes choix, que tu aies décidé de ma vie pour moi sans me demander. Et d'autres jours, je me souviens de ce qu'était ma vie avant. L'épuisement, la solitude, le sentiment d'être invisible. Je me suis assise, les drops de soie s'accumulant autour de ma taille. Tu me vois, Dante. Peut-être trop clairement, peut-être d'une manière qui me terrifie, mais tu me vois. Son pouce a effleuré ma lèvre inférieure. Je n'ai jamais cessé de te voir. Même quand tu étais parti, tu étais tout ce que je pouvais voir. J'ai dit, ce n'est pas sain. Une ombre de sourire. Je sais, rien de tout ça n'est sain, mais c'est réel. Et après 15 ans à vivre dans un monde bâti sur des mensonges, la violence et la performance, le réel est tout ce qui compte. Je me suis penché vers son contact, me laissant le sentir. La chaleur de sa peau, les callosités sur sa paume, le battement régulier de son pouce sous mes doigts, là où j'avais posé ma main sur son poignet. J'ai demandé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La guerre est finie, tu as gagné. Alors, qu'est-ce qui m'arrive? C'était la première fois qu'il demandait. La première fois qu'il me donnait un pouvoir de décision sur mon propre destin. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? J'y ai réfléchi attentivement, démêlant l'enchevêtrement d'émotions qui avait défini les 2 dernières semaines. J'ai finalement dit, je veux peindre, je veux utiliser l'atelier pour créer quelque chose qui compte, pas seulement pour moi, mais pour les autres. Il a dit, c'est fait, je demanderai à Maria de contacter des galeries, des marchandes d'art. Je l'ai arrêté. Non, je veux enseigner à des enfants de quartier comme celui où j'ai grandi. Ceux qui pensent que l'art est quelque chose dont seuls les riches se soucient. Quelque chose a changé dans son expression. De la surprise, peut-être, ou du respect. Tu veux les amener ici? J'ai rencontré ses yeux. Je veux que tu finances un programme dans des centres communautaires, dans des écoles, des fournitures, des cours, des bourses pour les plus talentueux. Tu as bâti un empire en prenant aux gens. Laisse-moi t'aider à donner quelque chose en retour. Pendant un long moment, il m'a juste regardé, puis il a ri. Un vrai rire. Le premier que j'entendais de lui depuis nos retrouvailles. Tu vas dépenser mon argent dans des programmes artistiques pour enfants. J'ai dit, l'argent du sang pourrait aussi bien faire du bien. Il s'est arrêté, a secoué la tête. Ce n'est pas tout. Oui, d'accord, tout ce que tu veux. Je demanderai à mon comptable de créer une fondation, de te mettre à sa tête. J'ai dit, je veux de l'autonomie, une vraie autonomie pour prendre des décisions sans ton approbation. Il a dit, dans des limites raisonnables. J'ai insisté, non, une autonomie complète. Si je dois faire ça, je vais le faire bien. J'ai saisi sa main. Tu as dit que tu me donnerais n'importe quoi. C'est ce que je veux. Un but, un pouvoir de décision, la capacité de faire quelque chose de bien de toute cette obscurité. Sa mâchoire s'est crispée et je pouvais voir la guerre qui se déroulait derrière ses yeux. Le besoin de tout contrôler et en guerre avec son besoin de me donner ce que je demandais. Finalement, il a hoché la tête. D'accord, autonomie complète, il a levé un doigt. Mais tu prends de la sécurité avec toi partout. Le monde sait pour toi maintenant, Emma. Ce que tu signifies pour moi, ça fait de toi une cible. J'ai dit, je peux vivre avec ça. Il a continué. Et tu vis ici avec moi. Pas d'appartement séparé. Pas de maintien de ton indépendance en gardant un pied dehors. Mon cœur martelait. Tu veux que j'emménage officiellement? Ses mains ont pris mon visage. Je veux que tu restes pour toujours. Je veux me réveiller avec toi tous les matins et m'endormir à tes côtés tous les soirs. Je veux te regarder peindre, me disputer avec toi sur l'orgue et t'écouter parler de tes élèves. Je veux... Sa voix s'est légèrement brisée. Je veux construire une vie avec toi, une vraie,
Pas seulement cette situation d'attente où tu es ma captive et je suis ton ravisseur. Les mots sont sortis comme un murmure doux. Et si je ne peux pas t'aimer en retour? Et s'il s'est passé trop de choses, trop d'obscurité, et que je ne peux pas? Simple, certain, absolu. Alors je t'aimerai quand même. Je t'aimerai assez pour nous deux, jusqu'à ce que peut-être un jour tu puisses m'aimer aussi, ou pas. Quoi qu'il en soit, tu es à moi et je suis à toi, et c'est suffisant. Des larmes ont brûlé mes yeux. J'ai dit, tu es fou. Il m'a embrassé, doux, sucré et dévastateur. Probablement. Mais je suis ton genre de fou. Dis oui, Emma. Pas parce que tu es piégé, mais parce que tu choisis ça, tu me choisis. J'ai pensé au restaurant, à mon petit appartement avec ses serrures cassées et sa moisissure. J'ai pensé à être invisible, à n'être personne, à servir du café à des gens qui n'ont jamais appris mon nom. Et j'ai pensé à l'atelier plein de peintures, à la fondation que je pourrais construire, à me réveiller à côté de quelqu'un qui me voyait comme digne de mener des guerres. Ce n'était pas un conte de fées. Ce ne serait jamais normal. Mais peut-être que la normalité était surfaite. J'ai murmuré contre ses lèvres. Oui, je resterai. Je choisis ça. Je te choisis. Ses bras m'ont entouré, m'écrasant contre sa poitrine, et j'ai senti le frisson qui l'a parcouru. Soulagement, joie et quelque chose qui ressemblait presque à des larmes. Il a respiré dans mes cheveux. Merci, merci. Nous sommes restés comme ça jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé, jusqu'à ce que Maria frappe doucement pour annoncer le petit déjeuner, jusqu'à ce que le monde exige notre attention. Mais quelque chose avait changé, quelque chose de fondamental. Je n'étais plus une prisonnière, j'étais une partenaire. Et ça faisait toute la différence. 3 mois plus tard, je me tenais dans le centre communautaire de mon ancien quartier, regardant 20 enfants expérimenter l'aquarelle pour la première fois. Leurs mains étaient déjà tachées de peinture, leurs visages illuminés par le genre d'émerveillement dont je me souvenais à leur âge. Une petite fille, Sophia, 7 ans, édentée et brillante, a levé sa peinture. Mademoiselle Emma, regardez. C'était abstrait, sauvage de couleurs, totalement intrépide. J'ai dit honnêtement, c'est magnifique. Parlement. Alors qu'elle se lançait dans une explication impliquant des dragons, des arcs-en-ciel et le jardin de sa grand-mère, j'ai senti des bras m'entourer par derrière. Le menton de Dante reposait sur mon épaule, son corps chaud contre mon dos. Il a murmuré. Tu es doué pour ça. J'ai dit, tu es censé être à une réunion. Il a répondu, elle s'est terminée plus tôt. Je voulais te voir. Ses lèvres ont effleuré ma tempe. De plus, Marco commençait à s'inquiéter que tu sois ici sans moi. J'ai jeté un coup d'œil à Marco, qui se tenait près de la porte, essayant de paraître discret dans son costume cher au milieu du chaos éclaboussé de peinture. Les enfants l'avaient déjà surnommé Monsieur Sérieux. J'ai dit, ce sont des enfants, Dante, pas des assassins. Ses bras se sont légèrement resserrés. J'en suis conscient. Ça ne veut pas dire que je ne m'inquiète pas. Cet endroit, ton ancien quartier, il y a encore des gens ici qui travaillent pour des familles qui ne nous sont pas amicales. Je me suis retourné dans ses bras. Alors ils me verront faire quelque chose de bien, construire quelque chose de positif. À moins que tu ne veuilles que j'arrête. Sa main a pris mon visage. Jamais. Je suis fier de toi, de ça. Tu changes des vies, Emma. Ces enfants, ils s'en souviendront. Ils se souviendront que quelqu'un s'est assez soucié d'eux pour leur donner de la beauté. J'ai dit, nous leur donnons de la beauté. C'est ton argent, tes ressources. Il a répondu, ta vision, ton cœur. Il m'a embrassé doucement, sans se soucier des rires des enfants autour de nous. Je ne suis que la banque. J'ai posé mon front contre le sien. Tu es plus que ça. Tu es la raison pour laquelle je peux faire ça. La raison pour laquelle je ne suis pas trop épuisé, trop fauché ou trop invisible pour compter. Il a dit, tu as toujours compté. J'ai répondu, mais maintenant, je le sais. Nous sommes restés là pendant une autre heure. Dante, étonnamment patient, alors que les enfants lui montraient leurs œuvres et lui posaient des questions sur sa montre de luxe et pourquoi il portait un costume alors que ce n'était pas dimanche. Je les regardais se baisser à leur niveau et j'ai vu la manière prudente dont ils manipulaient leur peinture. Cela m'a donné des aperçus du garçon qu'il avait été, qui aimait l'art avant que le monde ne le transforme en quelque chose de plus dur. Cette nuit-là, de retour au manoir, je l'ai trouvé dans l'atelier.
Il se tenait devant un chevalet que je ne l'avais jamais vu utiliser, un pinceau à la main, fixant une toile vierge. J'ai dit depuis l'embrasure de la porte, je ne savais pas que tu peignais encore. Il a posé le pinceau. Je ne le fais pas. Pas depuis des années. Mais en te regardant aujourd'hui avec ses enfants, je me suis souvenu de ce que c'était de créer quelque chose au lieu de le détruire. Je me suis approché pour me tenir à côté de lui. Alors, crée. Je partagerai même mon atelier. Il a dit, c'est ton atelier. J'ai ramassé le pinceau qu'il avait abandonné, le remettant dans sa main. Non, c'est notre atelier. Peins avec moi. Montre-moi qui tu étais avant tout le reste. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait refuser. Puis il a trempé le pinceau dans la peinture, un bleu cobalt, la couleur d'un ciel nocturne, et a fait le premier trait sur la toile. Nous avons peint ensemble alors que la lune se levait, nos mains retrouvant les mêmes rythmes que nous avions à 17 ans. Et quand la peinture a émergé, abstraite, émotionnelle et brute, je nous ai vus tous les deux dedans. L'obscurité et la lumière, la violence et la beauté, la brisure et l'espoir d'être entier. Il a dit soudainement, les yeux sur la toile plutôt que sur moi. Je t'aime. Je sais que je l'ai déjà dit, mais j'ai besoin que tu saches que je t'aime. Pas le souvenir, pas l'idée. Toi. Cette version de toi, celle qui me défie, se bat contre moi et refuse de me laisser la transformer en quelque chose qu'elle n'est pas. Ma gorge s'est serrée. J'attendais que ces mots semblent réels, qu'ils atterrissent sans le poids de l'obligation. Et finalement, debout dans notre atelier, de la peinture sur nos mains et notre création entre nous, ils l'ont fait. J'ai dit, et j'ai vu sa tête se tourner brusquement vers moi, les yeux écarquillés de choc. Je t'aime aussi. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être que ça n'a jamais cessé. Peut-être que c'est nouveau. Mais c'est réel, Dante, et c'est à moi de le donner, pas quelque chose que tu as pris ou exigé. Il s'est approché de moi en deux enjambées, les mains encadrant mon visage, cherchant la vérité dans mes yeux. Les miens. Quoi qu'il ait vu là, ça l'a fait sourire. Un vrai sourire, ouvert, jeune et d'une beauté dévastatrice. Dis-le encore. J'ai dit, je t'aime. Il a demandé à nouveau. Je riais maintenant, pleurant un peu aussi. Je t'aime, Dante Caruso. Même si tu es possessif et contrôlant et que tu m'as kidnappé dans un restaurant. Je t'aime même si tu es dangereux et sombre et que tu as probablement tué des gens que je ne veux pas connaître. Il a dit, j'en ai certainement tué. J'ai continué. Je t'aime quand même. Parce que tu me vois, parce que tu t'es battu pour moi, parce que tu m'as donné un but quand je pensais que je ne compterais jamais. Je l'ai embrassé, goûtant le sel de mes propres larmes, parce que tu m'as laissé te choisir au lieu de simplement me prendre. Son baiser était différent cette fois, pas désespéré, ni possessif, ni craintif. C'était reconnaissant, joyeux, libre. Il a dit contre mes lèvres, épouse-moi. J'ai reculé. Quoi? Il a dit, épouse-moi. Pas pour des alliances ou des apparences ou parce que c'est attendu. Épouse-moi parce que tu m'aimes et que je t'aime et que je veux que le monde sache que tu as choisi ça. Nous a choisi. J'ai dit, c'est insensé. Nous ne sommes ensemble que depuis 3 mois. Son sourire était tordu, plein d'espoir. Nous sommes ensemble depuis 15 ans. Nous avons juste eu une longue pause au milieu. Dis oui, Emma. Fais de moi l'homme le plus chanceux du monde. J'aurais dû dire que c'était trop tôt. J'aurais dû être pratique, prudente, intelligente. Mais j'avais passé toute ma vie à être prudente, et où cela m'avait-il mené? Épuisé, invisible et seul. J'ai dit, oui, oui, je t'épouserai. Son baiser m'a soulevé de terre, me faisant tourner en cercle alors que le rire jaillissait de nous deux. Quand il m'a finalement reposé, nous étions tous les deux étourdis, tous les deux souriants comme des idiots. Il a promis, je vais te gâter. Le mariage, la lune de miel, tout. J'ai interrompu. Un petit mariage, juste les gens qui comptent. Je n'ai pas besoin d'un spectacle. Il a dit, d'accord, un petit mariage. Mais la bague, je ne fais pas de compromis sur la bague. Je n'ai pas besoin. Il a sorti une boîte de sa poche. Il la portait, j'ai réalisé, attendant le bon moment. À l'intérieur se trouvait une bague qui m'a coupé le souffle. Un saphir de la couleur de minuit, entouré de diamants qui captaient la lumière comme des étoiles. Il a dit doucement, « C'était à ma grand-mère, la seule femme que mon grand-père ait jamais aimée. Il la lui a donnée quand ils n'avaient rien,
promettant qu'un jour il lui donnerait tout. Elle l'a porté jusqu'au jour de sa mort. Il a pris ma main. Je veux que tu l'aies, pour que tu saches que tu n'es pas seulement mon choix. Tu es mon héritage, mon tout. La bague a glissé sur mon doigt parfaitement, comme si elle m'attendait depuis toujours. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés dans le jardin du manoir, entourés de fleurs, d'amis et des enfants de mon programme artistique qui jetaient des pétales et riaient pendant la cérémonie. Maria a pleuré, Marco a souri, et Dante m'a regardé comme si j'étais chaque prière qu'il avait jamais murmurée dans le noir. Enfin exaucée. Notre vie n'était pas normale. Elle ne le serait jamais. Il y avait toujours des gardes, toujours du danger, toujours le poids de l'empire qu'il avait bâti sur la violence et le pouvoir. Mais il y avait aussi du rire, de l'art, un but, un amour qui avait survécu à 15 ans de séparation et avait retrouvé son chemin. Notre nuit de noces, alors que nous étions enlacés dans des draps de soie, Dante a tracé la ligne de ma colonne vertébrale avec des doigts doux. Il a demandé doucement, « Le regrettes-tu? » Quoi que ce soit. J'ai pensé au restaurant, à l'explosion, à la peur, à la colère et à la résistance. J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu et à tout ce que j'avais gagné. J'ai dit honnêtement, non. Je regrette que ça ait pris si longtemps, que nous ayons perdu 15 ans. Mais ça, je ne le regrette pas. Il a demandé, même si je t'ai kidnappé? J'ai répondu, tu m'as sauvé. Il y a une différence. Il a ri contre mon épaule. C'est comme ça qu'on appelle ça? Je me suis tourné pour lui faire face, ma main sur son cœur. C'est comme ça que je l'appelle. Tu m'as rendu ma vie, Dante, une meilleure que je n'aurais jamais pu construire seul. Tu m'as donné un but, la sécurité et l'amour. Alors oui, tu m'as kidnappé, mais tu m'as aussi libéré. Ses yeux brillaient dans le clair de lune qui filtrait par les fenêtres. Je t'aime, Madame Caruso. Je l'ai embrassée doucement, pour toujours. Je t'aime aussi. Et à ce moment-là, dans cette pièce, dans cette vie que nous avions construite sur des cendres, de l'obsession et des secondes chances, l'éternité semblait possible. Nous avions tous les deux été perdus. Lui dans la violence, moi dans l'invisibilité. Mais nous nous étions retrouvés, et cette fois, nous n'allions pas nous lâcher. Elle avait découvert qu'elle était sa propre personne, capable d'amour, de force et de choisir son propre destin. Même quand ce destin portait un costume cher et commandait un empire. Notre histoire n'avait pas une fin de conte de fées. Elle avait quelque chose de mieux. Une vraie fin, désordonnée, compliquée, tachée de peinture et de sang, et absolument, parfaitement la nôtre. Et c'était suffisant.